Parti. OK, ça marche. Et donc là, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le diaporama? Oui, nickel. OK. Vous voyez toutes les diapos ou vous voyez que la partie diaporama? On voit toutes les diapos sur le côté. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire à partir du début. Et comme ça, c'est bon. Bon, voilà. Donc, la partie officielle, c'est que ma légitimité pour vous parler de ce que... Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai titré ça recherche d'information, mais ma légitimité, c'est que je suis universitaire à Bordeaux et que je suis maître de conférences en gestion, plus particulièrement en compétences en marketing. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Manon de lui parler de ce que j'ai appelé les techniques de recherche d'information. Voilà. Et en fait, pourquoi je lui ai proposé? C'est parce que vous résumez toutes les trois en parlant de questionnaire, que j'ai volontairement barré là, sur la diapo, parce que le questionnaire, il s'inscrit dans toute une démarche de recherche d'information. Et que finalement, le questionnaire, ça n'est qu'un outil. Avant, il y a de l'écho là. Peut-être que maintenant, il faut que tu coupes. Enfin, je sais pas. Le questionnaire, c'est qu'un outil qui s'insère dans un processus. Tiffen, on n'entend pas? Ben, c'est peut-être un problème du côté de Tiffen alors, parce que... Moi, j'entends bien. Voilà. Ouais, moi aussi. Bah, elle va partir et revenir du coup. Donc, je l'attends ou pas? Comme tu veux. Bon, comme ça, enregistré, j'échappe. Et je vais repartir parce que c'est le début qui est important quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je recommence. Voilà. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que ce que vous résumez sous le questionnaire, en fait, il s'insère dans tout un processus de recherche d'informations. Ces recherches d'informations, c'est-à-dire ce dont vous allez avoir besoin pour résoudre le problème ou le sujet, pour compléter le sujet de votre thèse, c'est ce que j'ai appelé problématique de recherche. Et dans cette problématique de recherche, il y a des étapes. Et le questionnaire, ça n'en est qu'une, et c'est surtout pas la première. Donc, la première chose que vous avez à faire par rapport aux besoins d'information, c'est peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est d'abord de lister toutes les informations que vous voulez recueillir ou dont vous pensez avoir besoin par rapport à votre thèse. Alors, je ne connais que le sujet de Manon, je ne connais pas les autres sujets, mais j'imagine que dans tous les cas, peut-être que vous aurez besoin de formuler des hypothèses ou que vous avez besoin de mieux connaître un milieu ou quelque chose, mais il faut quand même que vous listiez les informations dont vous avez besoin. Les informations dont vous avez besoin, ce n'est pas forcément votre sujet de thèse. C'est ce qui va vous aider à compléter, apporter, éclairer le sujet, mais il faut le distinguer. Donc, dans un premier temps, il faut lister, prendre un papier, lister tout ce que vous dites. Ben, j'ai besoin, par exemple, pour Manon, de connaître la façon dont on peut distribuer le foin, qui peut utiliser le foin. Non, listez ça. Et déjà, dégagez tout ce qui peut vous être apporté par ce qui s'appelle l'état de l'art, c'est-à-dire la documentation scientifique. Parce que ce n'est pas la peine de mettre en place une étude terrain. Ce qu'on appelle la recherche d'informations terrain, c'est ce qui est le plus coûteux, ce qui coûte le plus cher, ce qu'on appelle les informations dites primaires. Et c'est vraiment pas la peine d'aller chercher ce qui a déjà été publié. Donc, dans un premier temps, on liste tout. Ensuite, on élimine ce qu'on connaît déjà. Le fait de repérer ce qui a déjà été écrit, ça peut peut-être vous amener à reformuler des choses, à dire, bon, ben là, on sait déjà qu'il y a ces éléments-là, mais par contre, il n'y a pas le niveau de précision que je souhaite, ou ils ont exploré tel type d'interlocuteur et moi, je m'intéresse à d'autres. Donc, du coup, je peux prendre des informations et procéder par analogie. Mais, premier temps, allez voir ce qui a été écrit. Et ensuite, on passe à la recherche d'informations sur le terrain. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux façons de procéder qui vont engendrer, en fonction de votre objectif, des techniques d'échantillonnage, des modes de questionnement différents. Schématiquement, il y a un premier objectif qui consiste à comprendre, et là, on ne cherche pas du tout à mesurer, on cherche à identifier des comportements, je vous parlerai après des techniques, à repérer des freins, des motivations par rapport à certains usages, et on cherche avant tout, on est dans la compréhension. Et là, c'est ce qu'on appelle les techniques d'études qualitatives. Et ensuite,
on va passer à une deuxième façon de procéder qui peut être, qui s'inscrit dans une logique de quantification. Là, on va mesurer des opinions, on va utiliser des tests statistiques pour chercher, par exemple, à vérifier la validité d'une hypothèse. On n'est pas obligé de faire les deux. On peut uniquement rester au stade de la compréhension si vous êtes dans un sujet vraiment nouveau, ou si ce sont des sujets extrêmement délicats, pas faciles à aborder, où on est au stade de la première observation. Si dans la littérature, vous avez déjà trouvé des éléments qui vous permettent de comprendre, vous pouvez passer à la quantification. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le questionnaire dont je vous parlais, qui s'inscrit dans la démarche de quantification, vous ne pouvez pas y passer directement s'il n'y a pas eu d'approche qualitative avant. Parce que c'est l'approche qualitative qui va vous permettre de repérer, par exemple, la construction des modalités de réponse, de repérer comment vous allez pouvoir faire des choix de diffusion de questionnaires. Donc, vous ne pouvez pas sauter, entre guillemets, sur le questionnaire. Et la façon de choisir l'une et ou l'autre de ces deux enquêtes, de ces deux techniques, elle va correspondre à votre objectif et à la nature du problème que vous voulez résoudre. Alors, je vais vous faire très schématiquement des présentations de comment faire pour comprendre pour les études quanti, ce qu'on appelle quanti et quali. Et puis après, on pourra discuter en fonction de vos objectifs. Alors, sur les études quali, on cherche à comprendre. Donc, en fait, ce qui est particulier, c'est que l'échantillonnage, il ne doit pas porter sur de nombreuses personnes, mais par contre, il doit être représentatif de la diversité des situations qu'on peut observer. En gros, ça correspond entre 10 et 20 personnes, interlocuteurs, selon ce que vous voulez interviewer. On commence par interroger et on arrête quand un entretien supplémentaire n'apporte pas d'idées nouvelles. Avant d'interroger, on peut aussi s'appuyer sur des experts. Les experts, ce sont des gens qui connaissent bien le milieu des interlocuteurs que vous voulez explorer. Donc, ça peut être peut-être des vétérinaires qui sont spécialisés dans un secteur, mais pas forcément des vétérinaires. Je ne connais pas vos sujets, je vous donnerai des idées après. Et en fait, l'étude qualitative, elle va ensuite, une fois que vous avez recueilli ces éléments, comment vous pouvez les recueillir? Vous avez différentes techniques. Quand on est sur un comportement qui est régi par des éléments sociaux, on peut mettre en place une discussion de groupe, c'est-à-dire faire discuter des gens entre eux sur un sujet pour repérer toute la diversité de ce qu'ils pensent. Ça, c'est intéressant quand ce sujet-là a des dimensions sociales. Sinon, on peut, c'est surtout pas un questionnaire, mais ça va être des entretiens non directifs, c'est-à-dire qu'on laisse parler la personne sur un sujet, en lui disant est-ce que vous pouvez me parler de, je sais pas, comment vous ressentez l'euthanasie pour un animal de compagnie, ou comment vous. J'ai pas tellement, je suis désolé, mais j'ai pas tellement d'exemples de sujets proches de vos centres d'intérêt. Mais on la laisse parler et on enregistre et on recueille vraiment tout ce qui est à la fois verbal et non verbal. On peut avoir aussi des entretiens dits semi-directifs où, si on a préparé un petit peu le sujet avant parce qu'on a déjà lu des choses, on se dit il faut que j'aborde ces 3 points, et on la relance tant qu'elle n'a pas abordé ces 3 points. Si le sujet est vraiment délicat, ou si par exemple on s'adresse à des enfants, on peut utiliser des techniques projectives en demandant aux gens de choisir des images qui se rapprochent le plus de leur opinion, ou on peut imaginer des choses. Et dans les techniques de quali, on a aussi de l'observation directe, où à ce moment-là, on prend une grille et on fait ça de manière scientifique, on se liste les points qu'on va observer et on note sur une grille. Ou peut-être qu'il y a dans votre domaine, on peut avoir de l'observation appareillée, c'est-à-dire par exemple dans le domaine commercial, il y a des magasins d'expérience qui existent où on observe la façon dont les clients se comportent dans des magasins, mais vous pouvez sûrement avoir ça aussi sur d'autres champs d'expérience. Ces techniques-là, en fait, vous les choisissez en fonction de vos objectifs. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il faut savoir que chacune d'entre elles présente des avantages et des inconvénients par rapport aux objectifs. Une fois que vous avez récupéré ça, vous n'allez pas avoir donc de réponse par quantification, mais vous aurez enregistré, donc vous allez retranscrire des interviews, ça va vous faire des textes. Sur ces textes, vous allez faire 2 colonnes, il y aura les textes, et puis à gauche ou à droite, il y aura une colonne avec des thèmes, et vous allez faire ce qu'on appelle du codage par thème pour repérer les différentes idées, et éventuellement trouver des liens entre les idées. Et ça, notamment, ça va servir à préparer des modalités de réponse si vous voulez faire un questionnaire futur.
mais ça peut vous servir à autre chose selon ce que vous voulez faire. Mais si vous devez faire un questionnaire, eh ben, vous devez vous servir de ces entretiens pour construire et nourrir la structure de votre questionnaire. Alors, maintenant, sur le quanti, ce que vous appelez le questionnaire, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs niveaux de questions à se poser. Rapidement, j'en ai identifié 5. Il y a le choix de la façon d'administrer, l'échantillon, les questions, l'architecture, les modalités de réponse. Je vais vous faire une brève présentation pour ces 5 points. Et sachant que tous ces choix, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais c'est toujours en fonction de ce que vous cherchez. D'où la nécessité d'avoir bien listé au départ ce que vous voulez obtenir comme information. Alors, sur l'échantillonnage, ça, je vais renvoyer plutôt à vos cours de stats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 façons de procéder. Soit vous procédez de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on considère que toutes les personnes ont la même chance d'être interrogées, ce qui n'est pas si simple que ça, parce que le côté aléatoire, si on se met dans une rue ou si on se met quelque part, ne serait-ce que dans une salle de vétérinaire ou une salle d'attente, ce n'est pas aléatoire parce qu'il faut prendre en compte la spécificité des personnes qui sont dans la zone du vétérinaire. Donc, ce n'est pas facile à interroger, à mettre en place. Sinon, on a par quota, c'est-à-dire qu'on essaye d'interroger le même pourcentage de personnes que celles dont on connaît la répartition dans la population. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la question n'est pas de savoir combien il faut interroger de personnes, mais qu'il y a une notion d'intervalle de confiance et que plus on va interroger de personnes, plus l'intervalle qui encadre le pourcentage exact se réduit. Ça vous parle ça en stats ou pas? Bon. Oui, alors, oui, du coup, mais c'est lointain, quoi. C'est lointain. Alors, je vous ai juste fait une petite copie d'écran parce que je ne sais pas saisir moi, sur mon clavier les racines carrées et tout ça, pour vous faire un petit rafraîchissement. Et après, ça se trouve partout, sur n'importe quel cours de stats de base. En gros, si par exemple, on a interrogé 1000 personnes pour savoir si elles ont regardé Vétérinaire au bord du burn-out, les dernières émissions sur Arte. Il y a 20 personnes qui ont déclaré l'avoir regardé. Ce qu'il y a de certain, c'est que la fréquence dans toute la population, ce n'est pas 20%. Il faut faire attention, c'est sûrement pas 20%. Et ce qui renvoie aussi, par exemple, dans les sondages politiques, quand ils présentent les présidentielles et qu'on dit qu'un candidat est à 2% de l'autre, ça ne veut rien dire parce qu'il y a toujours un intervalle de confiance. Donc cet intervalle de confiance, en fait, ça renvoie à la répartition des possibilités sur une loi normale. Et vous avez, alors, pi, ça va être sur l'écran, c'est votre fréquence dans la population totale. Et en fait, cette fréquence, elle est encadrée par, il faut prendre 0,2, c'est quand vous regardez en bas, en fait, vous prenez la proportion de réponses que vous avez eue, donc c'est P facteur de 1 moins P, donc 0,2 par 0,80 divisé par la taille de l'échantillon, et multiplié par le 1,96. Le 1,96 renvoie au degré de précision que vous voulez. Donc, en gros, on va trouver ici que votre véritable proportion de personnes qui ont regardé l'émission sur Arte, elle est, vous avez 15% de chances qu'elle soit comprise entre 17,5 et 22,5. Donc, ce qu'il faut retenir de cet aspect-là, c'est que la question n'est pas de savoir combien il faut interroger de personnes, c'est surtout combien, à quel degré de précision vous voulez obtenir l'information. Si c'est une première information, c'est peut-être pas obligé d'avoir un tel type de précision. Si vous voulez vraiment tester des hypothèses, à ce moment-là, il faut être sur des grandes tailles d'échantillonnage. Bon, ça, c'est plutôt des cours de stats qui vous renvoient là-dessus. Alors, ensuite, sur le choix du mode d'administration, il y a plusieurs façons de procéder. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il ne faut pas changer. C'est-à-dire, il ne faut pas démarrer avec du face-à-face, passer au téléphone, parce qu'à chaque fois, les personnes se mettent dans des conditions différentes de réponse. Et si vous changez, eh ben, vous allez introduire ce qu'on appelle des biais dans les réponses. Chaque mode d'administration présente des avantages et des inconvénients. L'enquête en face-à-face, c'est la plus intéressante parce que vous récupérez à la fois les réponses et puis le non-verbal des personnes, mais c'est la plus coûteuse. C'est la plus compliquée à mettre en œuvre parce que ce n'est pas facile de choisir les gens, que ce soit de manière aléatoire ou par quota. L'avantage aussi, c'est que si vous devez montrer quelque chose, un schéma, si vous devez faire écouter quelque chose à la personne, ben c'est plus facile en face à face.
et puis vous maîtrisez l'ordre des questions. Alors que, bon, le téléphone aussi, mais si vous passez ensuite par des questionnaires, par mail et réseaux sociaux, si vous avez une première partie et que vous ne voulez pas que la personne commence par lire les autres questions, bah, vous ne pouvez pas parce que sur mail et réseaux sociaux, les gens vont faire défiler le questionnaire et vont dire « Ah ouais, ça parle de ça » et puis ils ne répondent pas. Bon, le téléphone, c'est pas mal parce que c'est plus rapide, c'est moins coûteux. La personne, par contre, peut couper, s'échapper à tout moment et ça nécessite d'avoir un fichier. Or, un fichier, ce n'est pas si facile à construire. Vous n'avez pas le droit de détourner des fichiers pour usage parce que c'est de manière abusive. Donc, ça peut paraître attractif, mais ce n'est pas si facile. Alors, ensuite, il reste la possibilité des mails et des réseaux sociaux. Pour les mails, il faut avoir un fichier. Pour les réseaux sociaux, il faut identifier les bons groupes de réseaux sociaux parce que ce n'est pas la peine de faire tourner parmi ses copains si les copains en question ne sont pas dans la population qu'on souhaite interroger. Et puis, pour ces deux techniques, la grande question, c'est de savoir qui répond, qui ne répond pas et pourquoi. En général, il y a toujours des non-réponses et il faut s'interroger sur la question des non-réponses parce que sur les mails et les réseaux sociaux, on n'a pas forcément une représentativité des réponses qui colle avec la population. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir plus de femmes. On aura 70% de répondants qui seront des femmes, alors que dans la population, il n'y a pas 70%. Donc, il faut peut-être… Après, on est obligé de redresser l'échantillon. Et il faut savoir aussi que ces enquêtes par mail et par réseaux sociaux, c'est pas une histoire de, comment dire, c'est pas forcément de fausses réponses, mais les gens qui vont répondre, ce sont plutôt les gens qui sont à fond pour ou à fond contre. Donc, on a des comportements qui s'expriment, qui sont des comportements plutôt plus passionnés, et parfois il faut nuancer. Et puis, il y a un questionnaire par voie postale. Bon, ça c'est dans la théorie, mais maintenant je trouve que c'est quand même assez préhistorique, le questionnaire par voie postale. Donc, je l'ai mis, mais j'ai mis un point d'interrogation parce que là, franchement, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc, en résumé, il faut que vous choisissiez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, je fais une enquête, je le balance sur les réseaux sociaux. Il faut une vraie réflexion sur le choix du mode d'administration, sur une vraie prise en compte des avantages et inconvénients, et surtout ne pas changer. Parce que vous voyez bien que quand vous avez des avantages et des inconvénients différents, si vous changez de mode en plein milieu parce que bah, vous n'avez pas de réponse, eh ben, vous allez introduire des biais. Alors, sur le choix des questions, comment on le construit? On ne prend surtout pas une page blanche en regardant par la fenêtre en se disant qu'est-ce que je pourrais demander. On prend les informations qu'on souhaite obtenir. Alors qu'on souhaite obtenir parce qu'on veut plus de précision par rapport à l'étude Cali, parce qu'on veut confirmer ou quantifier ce qu'on a obtenu. Et finalement, on les traduit en une ou plusieurs questions, parce qu'on peut avoir besoin de poser plusieurs questions pour avoir l'information. Ce qui est important, c'est de se dire, quand on relit son questionnaire, d'être conscient que chaque question doit avoir un rôle. À la limite, on fait un tableau pour avoir le rôle de l'apport de la question par rapport à l'information que l'on cherche. Ça, c'est sur le choix des questions. Ensuite, on a la façon dont on rédige les questions. Alors, premièrement, on ne rédige pas, ce n'est pas un exercice de littérature. On fait attention d'utiliser le vocabulaire, une syntaxe compréhensible par la population interrogée. Donc, il faut vraiment être au courant du jargon ou si vous interrogez des gens, je ne sais pas, d'une région spécifique. Il faut vraiment utiliser une syntaxe compréhensible. Si vous devez interroger des enfants, ben, des fois, on fait appel à des icônes, des petits emojis, des petits dessins, vraiment pour s'assurer que vous avez bien compris. Un mot doit avoir la même signification pour tous. Donc, par exemple, il faut éviter les termes qui sont trop généraux, comme souvent. Est-ce que vous allez souvent, je sais pas, est-ce que vous donnez souvent des croquettes à votre chien? Ben, souvent, pour moi, ce sera tous les jours. Souvent, pour quelqu'un d'autre, ce sera une fois par semaine. Donc, il faut éviter, il faut remplacer par des modalités du type une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Il faut vraiment que chacun puisse se retrouver dans la question. Il faut aussi poser des questions à laquelle les personnes peuvent répondre. Il se peut que, par exemple, il y ait des choses dont on ne se souvienne pas. Si je vous demande ce que faisiez-vous, je ne sais pas, il y a 5 ans, le week-end de Pâques, ben, tout le monde n'est pas forcément obligé de s'en rappeler. Et donc, du coup, si les gens ne se souviennent pas, ils vont pas vous dire « je ne me rappelle pas », ils vont inventer des trucs et ce ne sera pas forcément clair. Chaque question, c'est une idée. Parfois, il faut décomposer donc l'information qu'on cherche en plusieurs questions. Parce que si vous posez, par exemple, à midi, est-ce que vous lui donnez des croquettes ou de la pâtée? Là, vous avez deux informations. Parce que moi, je peux donner des croquettes, mais le matin et le soir.
Donc là, je ne sais pas comment répondre. Et puis, il faut faire attention quand on rédige, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on va induire la réponse. Par exemple, ne pensez-vous pas que, ou à votre avis, n'est-il pas nécessaire de? Non, il faut vraiment être concis et précis dans la façon dont on rédige les questions. Une fois qu'on a rédigé les questions, il y a l'ordre des questions. Parce que l'ordre des questions, ce n'est pas forcément celui de l'importance que vous accordez aux informations que vous allez donner. Globalement, on part du moins intrusif, du plus général, au plus intrusif dans la vie privée ou dans les attitudes ou dans les expressions personnelles. Donc, on commence par, en général, pardon, on termine par l'âge, le revenu, un avis précis. Parce qu'il faut le concevoir comme une conversation. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne lui dites pas combien tu gagnes, quel âge tu as et est-ce que tu es pour ou contre un sujet un peu délicat. Au début, il faut penser à des questions filtres. Par exemple, si votre question, si vous interrogez au chat, eh ben, il faut vérifier que la personne, elle correspond aux personnes que vous allez interroger. Avez-vous un chat? Oui, non. Bon. Il faut penser à rédiger une phrase d'introduction. Ça, c'est important si vous êtes par écrit, par mail, mais même si vous êtes en tête-à-tête, de manière à présenter l'enquête de la même façon systématiquement pour toutes les personnes. Il faut tester cette phrase d'introduction. Et puis, il y a les questions d'identification. Par exemple, habitat, genre, revenu, il y a plein de choses. Ça, il faut les demander à la fin. Et vous n'êtes pas obligé de tout demander si ça ne vous paraît pas pertinent. Parce que selon ce que vous cherchez comme information, vous n'avez peut-être pas besoin de la commune de localisation de la personne. Vous avez peut-être besoin de sa région ou pas. Le savoir si la personne répond c'est un homme ou une femme, peut-être que ce n'est pas important dans certains cas et peut-être que ça l'est. Donc ces questions d'identification, elles sont importantes parce qu'après vous aurez des tris croisés, mais ce n'est pas la peine d'en mettre 15 et d'embêter la personne et de rallonger le questionnaire si vous n'avez pas besoin de ces questions d'identification. Ça, c'est pour l'ordre. Dernière étape, il y a le choix des modalités de réponse. En gros, une question, on peut demander, alors il y a les questions binaires, avez-vous un chat? Oui, non. Bon. Et après, on a des questions, plusieurs façons d'obtenir les réponses. Ce qu'il faut se dire, c'est que, quitte à mettre en œuvre un questionnaire, on va essayer d'avoir l'information la plus riche possible. Donc, par exemple, si on cherche à connaître les critères de choix d'un vétérinaire. Bon. On peut avoir une question ouverte. Quels sont vos critères de choix? Bon, ça c'est intéressant, mais c'est riche, mais ça va être compliqué à analyser derrière. Et si justement vous avez fait du quali, vous avez déjà quelques idées des critères qui pourraient être prononcés. Parce que si vous posez trop de questions ouvertes, pour dépouiller après, vous ne gagnez pas grand-chose. Par exemple, sur Sphinx, il va vous faire des analyses, mais ça va être du temps perdu. En gros, sur les modalités de réponse, ça doit vous permettre d'optimiser de manière à vous gagner du temps et à récupérer l'information la plus riche possible. Alors, deuxième possibilité, faire ce qu'on appelle des questions à choix multiples. Quels sont vos critères de choix? Parmi les réponses suivantes, indiquez quels sont vos critères de choix. Donc, et puis vous proposez, je ne sais pas, proximité, prix, recommandation par des personnes. C'est mieux, mais on n'a pas la hiérarchie entre les critères. Donc, en fait, pour la même information, si vous demandez parmi les réponses suivantes, classez vos critères de choix, là, vous avez la hiérarchie, c'est-à-dire vous proposez des critères de choix, proximité, compétences, machin. Vous avez la possibilité de demander de mettre un chiffre, donc de citer en 1 le premier critère. Et donc après, quand vous dépouillez les résultats, bah, vous avez la richesse maximale d'informations parce que vous avez les critères et vous avez les critères qui sont les plus importants. Donc, pour le choix des modalités de réponse, il est hyper important parce qu'il va vous permettre de maximiser votre efficacité pour récupérer l'information. Il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi utiliser, selon les sujets, selon votre objectif, des échelles d'accord. Et les échelles d'accord, moi, je déconseille d'utiliser des échelles en points impairs parce que ça attire la réponse sur la valeur centrale. Donc, en fait, le mieux, c'est de demander est-ce que vous êtes totalement d'accord ou est-ce que vous feriez ceci de manière totalement certaine, totalement d'accord, pas du tout d'accord, parce que ça oblige à se positionner. Parce que sinon, si on a une position intermédiaire, tout le monde se jette sur la position intermédiaire et vous avez fait tout ça pour récupérer l'idée que vous avez 80% des personnes qui sont sur la valeur moyenne. Donc, ça ne vous aide pas du tout en termes de recherche d'information. Dernière petite remarque, sur les questions à choix multiples.
les modalités de réponse, ben, c'est là que justement l'étude qualitative vous aide à fournir les modalités de réponse les plus pertinentes. Parce que il faut toujours prévoir une modalité autre, parce que si la personne ne se retrouve pas dans ce que vous lui proposez, il faut qu'elle puisse répondre. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas vous retrouver avec 60% de autres, parce que là encore, vous aurez fait tout ce travail pour du travail, d'une réponse et une information qui ne sera pas forcément très pertinente. Oui, ça c'est ma dernière diapo. Ne pas oublier de rédiger la phrase de présentation, le mail, parce que ça c'est, et de la tester ensuite, parce que ça c'est ce qui met la personne en situation de réponse, qui la cadre. Donc il faut que ce cadrage il soit là le même dans tous les cas. Il faut prétester. Alors pourquoi on préteste? Pour vérifier la compréhension des questions, pour vérifier la pertinence des modalités de réponse. Et on préteste, il n'y a pas de nombre, on peut pas tester 2 fois si tout se passe bien, mais on continue tant qu'on est obligé d'intervenir pour expliquer. Et c'est hyper important de prétester, parce que c'est aussi ce qui est le garant de la façon dont votre questionnaire va être administré de la même façon pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. En fait, si on résume, c'est qu'on ne saute pas sur le questionnaire, il y a une architecture, il y a plein de moyens différents en fonction des objectifs. Et la première chose que vous devez faire, c'est, peut-être que vous l'avez déjà, c'est vraiment savoir ce que vous voulez pour faire des choix. Donc, j'arrête le partage et si vous avez des questions ou des points que vous voulez que je développe, d'abord, est-ce que ça vous a été utile? Bah oui, merci, c'était super. Bon, très bien. Enfin, moi, j'avais des questions, mais en fait, c'est vrai que c'est par rapport à l'analyse. Quand on fait un questionnaire, bah, Oui. est-ce qu'on doit vraiment le traiter au niveau des statistiques après ou pas? Bah, moi, c'est ça que j'arrive pas trop à Eh savoir. bien, oui, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ouais, Pourquoi tu ferais un mais... questionnaire si tu ne t'occupes pas des réponses? Non, mais C'est s'occuper quoi des réponses, ton sujet de oui, mais thèse? moi, c'est la peur des étudiants concernant le travail en clientèle. La peur et les appréhensions, en gros. Moi, je verrais plutôt d'abord du quali, parce que typiquement, ça, c'est un sujet qui ne peut pas. Si je demande à quelqu'un, est-ce que tu as peur, tout ça, c'est hyper compliqué. Enfin, ça, c'est vraiment de l'ordre du personnel. Et typiquement, ça, c'est des situations où on peut utiliser des techniques projectives. C'est-à-dire pas demander si la personne a peur, mais demander déjà de manière détournée si elle pense que, ou présenter des photos et demander de commenter des photos. Enfin, là, il y a un vrai travail peut-être avec quelqu'un qui s'y connaît. Moi, je ne suis pas psychologue, mais tout ce qui est sujet sur la peur, il faut discuter justement avec des experts qui peuvent mieux parler de la peur que. Moi, je verrais bien des photographies qui illustrent des situations où la personne a peur ou pas et faire commenter les gens sur ces situations-là. Et la question de la peur, c'est pas de savoir s'il y a 70%, c'est déjà comment s'exprime la peur, c'est surtout ça. Donc ça, c'est vraiment typiquement du quali. Donc effectivement, dépouiller l'enquête, peut-être qu'après, ce sera utile de savoir s'il y a 15% des personnes qui ont typiquement cette réaction de peur ou pas. Mais si rien n'a été dit sur le sujet, rien n'a été dit, tu as regardé? Bah, en fait, je sais pas trop si je dois reformuler ma thèse ou pas, mais en gros, c'est pourquoi les étudiants ne vont pas travailler en clientèle. Enfin, il y en a beaucoup qui se détournent de la clientèle et il y en a peut-être moins qu'avant qui vont travailler en clientèle. Donc, en gros, Ah c'est ouais, un c'est peu vrai? ça. Mhm. Et du coup, bah, enfin, on pose des questions sur tout ce qui est formation. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des pertes de confiance, enfin, d'après eux, et bah, tout ce qui peut, enfin, faire en sorte qu'ils n'aillent pas en clientèle, donc que ce soit un salaire trop Donc là, élevé, ou des typiquement, ça va chômages. être des étudiants en fin d'études qui vont être Oui, interrogés. ouais. Ouais, mais je sais pas, mais interroger quelqu'un sur ses peurs, ça va pas sortir, ou alors ça va être des réponses de convenance. Ouais, Il vaut après, je mieux de sais. l'entretien non directif, faire parler la personne en partant large sur son projet de carrière, sur comment elle s'en projette. Et là, il faut Oui, se c'est faire ça. aider, à mon avis, par quelqu'un qui a des compétences en psycho. Ouais. Par quelqu'un oui, qui a des compétences en psycho. Et sur le Cali, ben, là, typiquement, il faut prendre différents types d'étudiants, des gens qui sont venus, alors hommes, femmes, enfin, des âges différents et des origines de prépa différentes. Ouais. C'est ce que je disais, voilà, et des formations en école différentes. Et il ne faut pas faire la question du nombre d'étudiants, c'est pas la question. La question, c'est vraiment trouver des profils psychologiques différents. Mais ça, c'est un sujet délicat et il faut se faire aider par quelqu'un qui a des compétences un peu psy, quoi. Ok.
que je n'ai pas, mais par contre, parce que demander à quelqu'un ses peurs, d'exprimer ses peurs, ce sera artificiel, Après, quoi. après, je m'exprime peut-être mal, enfin, peut-être qu'on va le reformuler, que ce ne sera pas vraiment la peur des étudiants, mais plutôt, en gros, enfin, pourquoi ils peuvent rechigner à aller travailler en clientèle, quoi. Qu'est-ce qui leur Ben déplaît? oui, mais bon, qu'est-ce qui leur déplaît? C'est pas un truc qu'on sort comme ça en face à face ou sur un papier, quoi. C'est un beau Ouais. sujet, mais c'est pas facile Mm. si on veut avoir des réponses justes, il faut utiliser des techniques projectives, il faut ruser pour que les personnes ou faire voir un film et mesurer des réactions, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ça peut être un entretien de groupe en proposant des sujets, des petits extraits de films, et il faut être un peu créatif. Ok, merci. Et d'autres. Donc, du Bah, coup, moi, maintenant, pour Gabaret, et c'est pour ça que je voulais en parler avant, il faut que tu profites du stage de Gabaret pour récupérer plein d'informations quali sur comment ils font pour nourrir les chevaux avant de sauter oui, sur le questionnaire. oui, oui, oui. Bon, après, comme j'ai enfin, j'ai un peu une connaissance du milieu quand même, j'ai fait plusieurs écuries et tout, mais oui, je vais voir. Voilà. Et ce que j'ai pas dit aussi dans les diapos, c'est que, en fait, il faut être hyper humble par rapport au sujet. On a tous un avis, mais il peut y avoir des avis différents. Donc l'avis, Mm. il peut guider, mais il faut faire attention de pas. Il faut vraiment partir de l'existant et d'interroger d'autres personnes. Et peut-être que l'avis il est pertinent, mais à ce moment-là, il faut vérifier qu'il est pertinent et peut-être en vérifiant auprès d'autres personnes. Au départ, l'avis il guide, mais il faut pas se censurer. Et il faut pas oublier qu'on peut découvrir d'autres Oui. choses, quel que soit le sujet. Idem pour les peurs ou les craintes, c'est pareil. Mm, mm, mm. Sinon, Clémence, ou ça doit être. Ouais, bah, en fait, moi, c'est un questionnaire en fait, c'est un questionnaire qui est déjà établi, qui existe déjà, qui a déjà été vérifié, etc. Ah oui, Donc, en d'accord. soi, c'est pas besoin de le construire. Mais par contre, c'était hyper intéressant là, de revoir la théorie parce qu'au final, même si c'est pas moi qui le construis, de juste comprendre comment ça se construit, je pense que ça me permet quand même d'y voir plus clair. Donc, c'était C'est hyper vrai qu'il intéressant. peut y avoir aussi des tests où on récupère des outils qui ont fait leur preuve. Oui, Tout à voilà, fait. c'est ça. Là, c'est en gros le sujet, c'est sur la symptomatologie dépressive en école veto. Donc, comme Tiffaine, c'est un sujet un peu socio-psycho. Mais du Ouais. coup, c'est vraiment un questionnaire d'épidémio en fait sur la symptomatologie dépressive qui existe déjà, qui est déjà validé et que là, Mhm. je suis censée appliquer aux étudiants veto. Donc, en soi, c'est déjà construit. Mais Oui, au oui. final, bah, là, ça me permet quand même de comprendre un peu l'outil que j'utilise. Donc, c'était super cool la petite conférence. Merci. Et du coup, pour Clémence, ça me donne une idée, c'est qu'il y a peut-être eu des enquêtes dans des filières différentes, Ouais, sur les peurs peut-être en médecine, tout ça, et ouais, il y a peut-être à creuser. Non, pardon, c'est pas Clémence, c'est c'est Tiffaine, ouais. ouais, c'est Tiffany. Il y a peut-être à creuser, même si on sort du domaine veto, d'autres techniques de recherche sur ce que deviennent des étudiants dans d'autres filières Ouais. pour récupérer des idées de façon d'interroger. Peut-être que ça a été fait en médecine, chez les dentistes, enfin, Ouais, je il vais faut regarder ça. balayer large pour regarder ce qui a été fait. Et à ce moment-là, à partir du moment où ça a été fait, eh ben, scientifiquement, on dit que l'outil a été mis en place, qu'il a porté ses fruits, qu'il a été utilisé, et on le récupère. À la limite, on l'adapte un peu, mais ça donne une Ouais. piste. Et l'intérêt, c'est que ça permet d'argumenter le choix de l'outil de recherche. Ok. Et c'est sûrement pas la première fois que ce type de problématique se pose. Et donc, du coup, il y a peut-être des choses. On a la même chose chez les commerciaux. Hein, ils veulent tous. Il n'y en a aucun qui veut aller sur le terrain. Hein. Ils veulent tous aller faire du marketing hein, dans les bureaux. Donc, comment dire, la peur du travail, des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être pas lié à veto. Donc, il y a peut-être eu d'autres études là-dessus. Oui. Ouais, Ouais, je c'est vais vrai que regarder c'est sur pas lié le à site. veto. Et donc, Ludivine, Oui, moi en fait j'avais déjà fait mon questionnaire, mais j'ai très peu de réponses parce qu'il est beaucoup trop long et je pense pas forcément très bien construit, donc j'étais en train de le revoir pour potentiellement le refaire, donc c'était hyper et, intéressant. tu l'as là, tu veux le partager? Et il est vraiment très très long, hein. Et je l'ai Ah fait bah sur. ça, déjà, c'est un souci parce que. Ouais, ouais, Soit ouais, la ouais. personne, elle est hyper passionnée, mais sinon, très très long. En fait, c'est un peu deux sujets en un et il faut que je rediscute avec ma maître de thèse pour, je pense, D'accord. s'orienter plus sur l'un que sur l'autre. Et je l'avais fait sur Sphinx et je vois que vous en parliez. C'est au niveau des logiciels ou c'est plutôt lui que vous Ah oui, recommandez? c'est bien, Sphinx. Ouais, Mais ça, ok. c'est la façon de saisir, quoi. C'est comme Oui, un oui. texte, on va le rédiger sur Word ou pas, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on y met dedans, quoi.
Et est-ce que tu as fait du Cali un peu avant ou tu as sauté dessus En fait, on est parti d'une étude qui avait été faite aux États-Unis D'accord. et on est parti un peu sur le même modèle pour voir, c'était un petit peu les différences d'utilisation de la gabapentine en fonction de la formation des vétérinaires. Désolée, il y a le chien qui fait du bruit à côté. Ben, c'est pas grave, ça. En fonction s'ils étaient plutôt spécialistes ou pas en analgésie ou si c'était des vétérinaires lambda. Et D'accord. les États-Unis, ils avaient montré une différence de l'utilisation entre les deux. Donc ça, c'était pas Et en mal. France, il n'y a pas de spécificité française qui ferait que ce produit-là, il est moins. Il n'y a pas besoin de faire du Cali pour vérifier que c'est le même contexte, quoi. Il n'y a pas Non, de spécificité. non, enfin, en soi, il est pas mal utilisé, donc Mm. c'est à peu près pareil qu'aux États-Unis. Mais voilà, c'est qu'en fait, elle a rajouté le même sujet à peu près, mais avec le CBD. Et donc, ça me faisait 2 études en une Ah bah oui. un petit peu complète, quoi. Enfin, un Oui, petit peu... puis si ça renvoie pas, je connais pas le CBD, mais si ça renvoie Ouais, pas aux ouais, mêmes c'est ça. usages et tout ça, Non, ça fait deux choses là. c'est ça. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut que je me recentre plus sur Oui. un seul truc. Et voilà. Mais du coup, je vais pouvoir retravailler le questionnaire avec toutes les infos. Là, ça va être mieux. Bon, bah, faut pas Et hésiter. Bien refaire Ludivine, tout. tu as utilisé Sphinx du coup, et c'était le Sphinx de l'école? En fait, je n'avais pas contacté l'école, je suis allée sur leur site et on a 1 an gratuit en tant qu'étudiant. Ah, D'accord. ok. Moi, bien sûr, c'est fini, donc il faut que je leur envoie un mail parce que je les ai appelés en disant que mon abonnement était fini, que j'avais pas eu le temps de récupérer mes données. Ils m'ont dit d'envoyer un mail et qu'ils allaient prolonger le... Ok. Et en tant qu'étudiant sur le gratuit, vous avez accès à toutes les techniques de dépouillement, d'analyse, parce que là, je suis pas du tout rentré dans le domaine statistique, mais il y a des Ki2, il y a des analyses factorielles, des choses comme ça. Je Vous avez sais accès à tout? pas, j'avais pas, en fait, j'avais pas, vu que j'avais pas eu beaucoup de réponses, j'avais pas commencé à faire mes analyses, donc je sais pas du tout niveau analyse ce que ça donne. Mais je pense que le mieux, ce serait de contacter l'école, ceux qui sont Respo Sphinx, à l'administration, et peut-être que eux, ils ont des abonnements. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit pas. Et puis vous relevez de l'université de Toulouse aussi, il y a peut-être des comptes. Oui, 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 je pense que ouais, il doit y Ouais, avoir. parce qu'à Bordeaux, en fait, il y a un abonnement à l'université de Bordeaux et les étudiants et les enseignants peuvent demander l'ouverture d'un compte, Ok. Ouais, un peu comme Zoom ou tout ça, donc ça vaut le coup de mais je pense, regarder quand même. ouais, mais je pense qu'il faut contacter, parce qu'à l'école, ils font souvent des enquêtes Sphinx, donc je pense qu'il faut Ah oui, envoyer, oui, mais Sphinx, c'est un super, c'est le plus connu, quoi, Sphinx. ouais, envoyer un mail à l'administration et je pense qu'ils pourront Mm. vous dire. Mais Sphinx, ça permet de saisir, voilà, c'est l'aboutissement, mais c'est comme Excel, ça n'est qu'un outil. En Oui, fait, ce oui. qu'il faut, c'est réfléchir avant à la démarche. Mm, mm. Et au niveau de Google Forms, ça peut pas être bien. Enfin, moi, je comptais le faire sur Google Forms, mais pas sur Sphinx. Ben, Je moi, du connais coup, pas la puissance du traitement, mais pourquoi pas, ça dépend ce que vous voulez faire avec, hein. vu De que toute mon façon, abonnement, ouais. vu que l'abonnement Sphinx était fini, j'avais commencé à regarder Google Forms et tu as moins de possibilités en termes de type de réponse. Et si tu veux faire Ah des... Parce bon? que là, dans mon questionnaire, j'avais un peu orienté les questions en fonction de ce que répondaient les gens. Genre, s'ils utilisaient la molécule ou pas, ils avaient plus ou moins de questions. Et c'est pas aussi complet sur Google Forms, je trouvais. En gros, Ouais. pour pouvoir orienter les réponses, il fallait forcément que ce soit une réponse binaire, qu'une seule réponse, genre oui ou non. Et qu'après, du coup, si tu répondais oui, il t'orientait vers tel endroit. Et si tu répondais non, il t'orientait vers tel Ah ouais, endroit. Alors que sur Sphinx, j'avais des questions à choix multiples, en gros, pour savoir directement. Ouais. utiliser la gabapentine pour les douleurs, pour le stress, pour machin. Et donc là, ils pouvaient répondre à plusieurs choses. Et à chaque fois, dès qu'ils avaient choisi une réponse, ils étaient réorientés. Mais là, typiquement, pour la gammapentine, c'est là qu'on peut, par exemple, demander de classer, parce que pour la même réponse, c'est plus intéressant de savoir si on l'utilise en priorité pour tel ou tel truc, plutôt que d'avoir les modalités d'usage. Et Oui, c'est la même question. Et Sphinx, je sais qu'il propose les classements. ok, ouais. Après, pour les peurs, oui, enfin, il me semble que c'est pas Google Forms le plus important, c'est Sphinx doit les faire, c'est plutôt des questions ouvertes, quoi. Et plutôt que de demander dans quelle mesure, enfin, peut-être qu'il n'est pas forcément à reformuler comme ça, mais franchement, sur ces sujets-là, c'est pas facile de les traiter en posant des questions directes, quoi. Il faut quand même Oui. pas mal de quali avant. Voilà. Du coup, je peux clôturer l'enregistrement là? Il y aura vos Bah, questions-réponses et tout, Je c'est pas pense. grave. non, bah, tant mieux, comme ça, il y Tant mieux. a 3 autres personnes qui veulent avoir le replay, donc Ah, trop D'accord. cool. ouais.
Et puis, si vous avez des questions, bah, je peux refaire un Zoom. Je suis un peu passionné par ces animaux. Je suis un peu passionné par les enquêtes. Donc, je viens vous aider, quoi. En tout cas, c'est vraiment très gentil. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci beaucoup. de nous avoir aidés. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.